bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo que j'aimerais faire de façon mensuelle. Et l'idée c'est de vous partager mes trois coups de cœur du mois passé. Aujourd'hui on est le 2 novembre, c'est l'heure pour moi de ranger ma pile de mes lectures d'octobre et d'entamer ce nouveau mois avec de nouvelles lectures. Et du coup, on va faire un petit récap des 3 lectures de romans que j'ai préférées et des 3 lectures graphiques que j'ai préférées pendant le mois d'octobre. Alors, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai quand même lu 8 romans en octobre, donc je suis trop contente parce que franchement, c'était vraiment un beau mois de lecture. Et j'ai fait des belles découvertes. Mes 3 coups de cœur sont des auteurs que je ne connaissais pas et qui m'ont vraiment plu. Ça n'a pas été facile de choisir parce que j'ai eu pas mal de belles lectures ce mois-ci, mais il a fallu en choisir 3 et ce sera celle-ci. Ce seront celles-ci plutôt. Donc, il y a eu Circé de Madeline Miller que j'ai lu en lecture commune. Je pense que je l'avais commencé au mois de septembre et que je l'ai terminé au mois d'octobre. J'en garde un très beau souvenir parce que je ne suis pas très bonne en mythologie, que ça m'a appris énormément de choses, bon, surtout l'histoire de Circé qui est vraiment une sorcière très proche des hommes, on va dire, qui est tourmentée justement par savoir si finalement elle se sent plus proche des dieux que des hommes, si les pouvoirs qu'elle a lui donnent l'autorité pour avoir une emprise sur les hommes ou si elle doit être intelligente quand elle les utilise. J'ai bien aimé l'écriture de Madeline Miller que j'ai trouvée très engageante, très presque envoûtante. J'ai beaucoup aimé y voir toutes ses recherches derrière. Madeline Miller a écrit peu de livres, mais vu l'ampleur en fait de ses recherches sur la mythologie et la qualité en fait de son écriture, elle nous raconte beaucoup de mythes en parlant de Circé. Elle en aborde beaucoup d'autres parce que forcément elle a été liée en fait à beaucoup de dieux. Donc on va quand même parler d'Ulysse, on va parler du Minotaure, on va parler de beaucoup de personnages qui sont très intéressants. Et du coup, je vous le conseille et moi je pense que je vais lire prochainement Le Chant d'Achille parce que j'ai beaucoup aimé et que apparemment Le Chant d'Achille est vraiment très bien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon conseil de lecture. J'ai beaucoup aimé l'édition Pocket, je vérifie, qui est très belle parce qu'elle est, donc c'est une couverture toute noire mais elle est brillante, elle est ciselée en fait, comme une sorte de gravure hein, et ça met vraiment en valeur, je trouve, ce livre qui fait quand même, je dirais un peu plus de 400 pages, ouais, 563 pages, mais qui se lit vraiment très bien. J'ai trouvé ça très agréable aussi, la lecture commune sur le groupe Facebook que j'ai mis en place. D'ailleurs, je vous mets le lien en dessous si vous voulez nous retrouver. Là, j'ai pas encore choisi ce qu'on va faire en lecture commune, mais il faut que je m'en occupe. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais en tout cas, bientôt, je vais venir vous dire ce qu'on fera peut-être qu'en lecture commune sur le groupe. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées à partager aussi. Second coup de cœur, Amour monstre de Catherine Dunn, qui a été une sorte de claque un petit peu. Alors, c'est aussi une petite pavasse qui fait 490 pages à peu près. Dans cette belle édition Gallmeister, j'aime beaucoup les éditions Gallmeister. Donc ça, c'est la version poche. C'est l'histoire. C'est l'histoire de tous ces personnages-là, racontés par Holly, qui est en fait cette jeune fille qui est bossue, qui est chauve, et voilà, déjà c'est pas mal, et qui est naine aussi, oui, voilà. Elle a un grand frère ici qui a des nageoires à la place de ses membres. Elle a 2 sœurs siamoises et un petit frère qui semble normal, mais qui a des grands pouvoirs de télépathie, de télékinésie, de plein de choses très sombres. Eux deux, ce sont les parents. Ils sont tout à fait normaux, mais pour engendrer des enfants de ce type, ils ont pris beaucoup, enfin elle, la femme, a pris beaucoup de drogues en tout genre. Elle en a fait plusieurs autres.
des enfants qui n'ont pas toujours été des réussites. Ceux-là ont été survivants, on va dire, et les autres sont enfermés dans des tonneaux transparents qu'il faut lustrer tous les jours. C'est une histoire un peu particulière. Il y a une double temporalité où on rencontre Holly en fait quand elle est enfant dans ce cirque où elle assiste beaucoup de personnages de ce cirque parce qu'elle n'est pas assez intéressante pour avoir son propre spectacle. Et donc c'est son point de vue sur le monde, donc un peu étrange, hein. Enfin je dirais pas un peu, complètement étrange. Son envoûtement pour son grand frère qui ne va pas envoûter qu'elle, son dévouement pour son petit frère, son adoration pour sa mère qui est complètement stone tout le temps. Cette vision un petit peu terrible sur le monde qui l'entoure, avec plein d'histoires dans ce monde du cirque un peu particulier. Et on a une autre temporalité où elle est plus âgée et on voit sa fille, en fait elle essaie sans vraiment le vouloir, elle ne veut pas se faire connaître de sa fille, mais sa fille va devoir prendre une décision et elle veut rentrer dans son monde pour essayer de comprendre ce qui se passe pour sa fille à ce moment-là. C'est un livre hors norme, avec une histoire originale, une écriture franchement chouette. J'ai le souvenir d'avoir des chapitres très courts, racontés par plusieurs personnages, enfin c'est surtout raconté par Holly, mais il y a des extraits de journal qui est écrit par un journaliste qui suit en fait le cirque dans lequel se produisent ces personnages. Et, euh, et voilà, on est dans un monde vraiment bizarre. Je sais pas trop comment dire, il faut vraiment que vous vous immergiez dans ce monde-là pour comprendre, pour pouvoir venir en discuter avec moi. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé Catherine Dunn, il faut que je regarde. Elle a été finaliste du National Book Award hein, et best-seller aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Donc voilà, je vous le conseille. Et puis alors celui-là, j'étais pas sûre de le mettre dans ma sélection et finalement je l'ai mis. Et oui, la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Donc qui est une sorte de romance, un livre, une sorte de romance. J'aurais dit comédie, mais en fait c'est pas marrant. Donc je mettrai pas dans comédie, une comédie romantique. C'est pas pour moi, c'est pas ça. C'est une romance. Mais sous-jacente cette histoire de ce personnage qui est Jubilee. Et Jubilee, en fait, elle est atteinte d'une maladie rare qui fait qu'elle ne peut pas en fait s'approcher des gens, elle ne peut pas toucher les gens sans frôler la mort. Parce que ça lui fait des réactions, en fait, elle est allergique au contact humain. Et, euh, et au départ, elle va l'apprendre très vite. Sa mère va pas pouvoir la toucher non plus. Donc, il y a quand même des troubles psychologiques qui vont suivre. Elle a l'impression qu'il y a un désamour de sa mère. Puis ensuite, elle va s'enfermer pendant toute son adolescence. Le jour où elle va embrasser un garçon, elle meurt presque. Le titre est un peu mensonger parce qu'elle n'est pas morte. Enfin, si quelque part elle est morte pendant plusieurs années puisqu'elle s'est enfermée à la suite de cette tragédie. Elle a cru que tout le monde se moquait d'elle, qu'elle était vraiment en désamour, quoi. Et elle a vécu recluse pendant de nombreuses années jusqu'à ce que sa mère décède. Et là, elle a hérité de la maison de sa mère, mais c'est tout, pas plus. Et donc il a fallu un moment qu'elle ouvre sa porte pour pouvoir aller travailler. Et elle se retrouve à travailler dans une bibliothèque qui pour elle, c'est une vraie épreuve d'y aller. Mais finalement, elle arrive à trouver quelques marques là-bas, à essayer de trouver ces marques. Elle prend sur elle et elle commence un peu à s'ouvrir un tout petit peu hein, aux autres. Et elle va rencontrer en fait deux personnages. Eric Keegan et son fils adoptif qui s'appelle... Oh, je me souviens plus déjà, c'est terrible. Hein. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Aja. Voilà, Aja. Donc Eric et Aja qui sont donc une sorte de famille recomposée parce que Aja c'est le fils en fait du meilleur ami d'Eric et en fait les deux parents d'Aja sont décédés dans un accident et du coup Aja est venu vivre avec Eric. Eric qui était un peu aussi c'était un peu difficile pour lui parce qu'il a aussi divorcé de sa femme, il avait une fille et sa fille c'est pareil, elle est un petit peu partie de son côté, elle en veut à son père, au début on ne sait pas trop pourquoi.
Et puis finalement, voilà, ces personnages aux vies pas forcément évidentes. Ce petit garçon Aja qui est aussi très intelligent mais qui n'arrive pas à rentrer en fait dans le groupe de l'école, qui est un peu ostracisé et qui a des difficultés en fait avec l'intégration dans son collège. Ce papa qui n'est pas un vrai papa et qui justement en tant que papa a des difficultés avec sa fille. Et puis Jubilee qui elle a des difficultés avec tous les personnages qui peuvent la toucher. Donc ils vont se rencontrer. Il va tomber amoureux de Jubilee assez rapidement, il est vraiment attiré par elle. Elle lui dit pas en fait, et puis à un moment elle va sauver Aja en fait d'une noyade. En le sauvant, elle est presque morte puisque elle lui fait du bouche à bouche pour le sauver. Et elle va presque mourir en fait. Et elle lui dit pas pourquoi elle fait ça. Enfin bon, elle fait ça, elle a l'impression que fait ça parce que tout le monde le ferait. Et en fait, l'histoire, c'est vraiment, ça se passe sur, en fait, on a les deux voix, on a la voix de Jubilee et la voix d'Eric, et chacun raconte son histoire, la rencontre avec l'autre. J'ai trouvé que c'était vachement bien écrit. Ce qui m'a plu, en fait, bon, ça m'a ému parce que j'ai vraiment pleuré, en fait. C'est un peu genre le premier livre sur lequel j'ai pleuré. Alors, j'étais peut-être fatiguée quand je l'ai lu, donc la larme a été facile, mais franchement, la difficulté que vit Jubilee au quotidien m'a vraiment émue, et j'ai trouvé que sans forcément que ce soit trop stigmatisé par Colleen Hockley, j'ai trouvé qu'elle avait réussi à nous amener quelque chose de subtil, une histoire qui n'est pas si standard en fait dans la romance, et j'ai trouvé que c'était intelligent la façon dont elle avait amené ça. C'était bien écrit, très rythmé, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré on peut dire, donc c'est en ça que je l'ai mis dans ma sélection des 3. Voilà, c'était un petit peu long, mais j'espère que vous le lirez, surtout que si vous voulez en romance de Noël, vous pouvez le lire, c'est vraiment, on est à une période où c'est Noël et jour de l'an, donc ça peut rentrer pour le Cold Winter Challenge. Ensuite, on va passer aux 3 graphiques qui m'ont plu. Je suis désolée, la lumière est très dure. Il y a un peu trop de lumière. Alors, les 3 graphiques qui m'ont plu. Il y a 2 romans graphiques manga et une BD pas manga. On va commencer par celle-là. C'est Aspirine de Johan Sfar, qui est parfaite pour la période Halloween, novembre, un peu obscure. Donc ça, c'est le tome 1. Il y en a 3. J'ai acheté les 2 autres juste après parce que vraiment, j'ai été conquise par cette BD. Donc c'est l'histoire d'Aspirine et de sa sœur qui sont vampires depuis, je dirais, 300 ans. Et Aspirine, elle est en pleine crise d'adolescence, elle doit avoir 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Et elle est en fait figée dans cette crise d'adolescence. Et elle trouve vraiment la vie pas rigolote, elle se suicide souvent. Alors elle est étudiante à la Sorbonne en philosophie, donc elle suit beaucoup de cours de philosophie, mais elle est toujours très déçue parce qu'au bout de 300 ans, forcément, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Elle va rencontrer son prof de philo avec lequel elle aimerait bien essayer de nouer quelque chose, mais finalement elle lui dit qu'elle est vampire, il ne la croit pas et ça l'énerve terriblement, donc elle essaie de le tuer. Elle n'y arrive pas, mais elle essaie. Elle va rencontrer un autre personnage qui s'appelle comment, je ne sais plus. Un autre personnage, un geek, c'est lui, qui très vite comprend que Aspirine est très particulière. Il va vite comprendre en fait qu'elle est vampire. Il va essayer de se rapprocher d'elle, elle n'en veut pas trop, mais en fait finalement il va y avoir un rapprochement et un peu particulier. Et puis la sœur d'Aspirine, elle, c'est une jeune femme qui a passé la vingtaine, et elle est plus dans la crise d'adolescence, elle accepte son destin de vampire, et elle couche avec un homme différent chaque soir, et chaque soir Aspirine tue ses prétendants les uns après les autres. Ensuite, seconde BD, alors je vais vous parler de My Broken Mariko de Waka Hirako chez Kiyun Seinen. Alors là, j'ai pas dit pour Aspirine, c'est Rue de Sèvres l'éditeur. Et le trait de Johan Sfar, j'en ai pas parlé, mais franchement, le trait de Johan Sfar rajoute à l'effet... non, j'en ai pas parlé. À l'effet vraiment particulier de cette histoire. On a vraiment des planches vraiment chouettes. Aspirine, je peux vous montrer la 4e de couverture. Voilà, c'est un peu insolent, j'aime bien. Donc on revient à My Broken Mariko de Waka Hirako aux éditions Kiyun, qui est un one-shot, un roman graphique
vraiment coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les dessins, j'ai aimé toute la façon dont c'est écrit. Il y a le sort de scénario, on va dire, qui fait pas mal d'aller-retour en fait entre le moment présent et le passé en fait. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Tomoyo, qui est l'ami de Mariko. Mariko en fait, elle apprend, non, Tomoyo apprend la mort de Mariko aux informations. Et c'est une claque puisque c'était vraiment sa meilleure amie. Même si elles ne vivaient plus dans la même ville, elles avaient été très très proches pendant l'enfance et même à l'âge adulte. Tomoyo, elle est partie travailler là où Mariko est restée enfermée en fait dans sa ville natale, sous l'emprise de son père qui la battait et qui abusait d'elle certainement aussi sexuellement de façon très violente et du coup elle meurt. On ne sait pas pourquoi elle meurt, mais bon, on se rend bien compte que c'est terrible. Et Tomoyo a toujours voulu en fait venger un petit peu Mariko. Et elle décide en fait d'aller voler les cendres de son amie pour lui faire un dernier voyage. Et elle ressasse en fait, elle va faire son deuil pendant ce voyage. Elle va ressasser l'histoire de Mariko. Il va y avoir des échanges en fait entre le passé et aujourd'hui, ce qu'elle ressent. C'est tout un parcours initiatique pour essayer de se sortir de cette histoire, mais est-ce qu'elle arrivera à s'en sortir? C'est ça la question. J'ai beaucoup apprécié le dessin qui est vraiment superbe. Ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre de dessinateur. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi parce qu'il aborde des sujets terribles et en plus d'une façon très poétique, très profonde, euh, pour finalement nous emmener avec elle, elles deux, dans ce voyage un peu sordide mais vraiment particulièrement beau. À la suite de ça, il y a une interview de Waka, parce qu'en fait l'histoire s'arrête là et après il y a une interview de Waka Hirako qui explique comment est-ce qu'il a créé son œuvre, ou elle, je ne sais pas. Et ensuite, il y a une autre histoire à la fin qui est très sympa aussi. Et on retrouve les deux personnages de Tomoyo et Mariko pour une dernière scénette à la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment, voilà, c'était bien fait en plus, l'édition est intelligente. Ça rajoute de l'information, quand c'est fini, c'est pas fini. Et voilà, j'ai trouvé que c'est superbe. Je le relirai certainement parce que j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment 1000%. Et pour terminer, j'ai mis dans cette sélection le tome 1 de Dragon Head de Minetaro Mochizuki aux éditions Pika Graphique. Parce que c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire, on va dire un manga horrifique. C'est pareil, je crois qu'il y a 3 tomes, 3 intégrales qui rassemblent, je crois, 3 x 3, quoi. Et donc c'est l'histoire, vous connaissez peut-être, hein, parce que c'est quand même assez connu. C'est l'histoire d'un groupe en fait de lycéens. Je sais pas si c'est lycéen, ouais c'est lycéen je pense. Des jeunes japonais qui reviennent de vacances pour rentrer dans leur famille et en fait leur train subit un accident terrible. Et il est en fait coincé sous un tunnel. Le tunnel est fermé des deux côtés. Il n'y a quasiment que des morts. Il n'y a que 3 survivants. C'est 3 jeunes. Donc il y a Teru, Nobuo et Ako. Et chaque personnage est terrifié. Déjà, ils ont du mal à se retrouver parce qu'on est dans le noir. Et il va falloir survivre. Il va falloir accepter son sort. Essayer de comprendre si on peut s'en sortir et comment. Et certains y arrivent, d'autres non. Et en fait, les peurs de chacun sont différentes. Et dans un univers fermé comme ça, obscur, bah, chacun se révèle véritablement. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est vraiment super bien fait dans cette BD parce que c'est la terreur humaine face au cataclysme. En plus, est-ce que le cataclysme est que dans le tunnel? On ne sait pas. Ça reste pas clair. Et on se demande si dans le tunnel, il n'y a que ces 3 enfants, s'il n'y aurait pas autre chose. Donc c'est vraiment très horreur. On se demande s'il n'y a pas des sortes de bêtes bizarres, quoi, je sais pas, des zombies, des choses un peu terribles, on sait pas trop. On a peur à chaque page. Le dessin est juste hallucinant.
pour vous montrer quelques pages. Le dessin est vraiment impressionnant, les expressions, c'est très cinématographique. Ce noir et blanc est parfait pour l'histoire, ça fonctionne très très bien. Il y a une fille et 2 garçons. Un personnage qui va se révéler complètement flippant. Et voilà, donc moi j'ai très hâte de lire la suite. Voilà, donc je rentre pas forcément dans les détails dans cette vidéo coup de cœur. Je vous invite à aller voir, j'ai parlé de ces bouquins-là dans chacun de mes vlogs. D'ailleurs, je vais continuer les vlogs lecture, je pense, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, du coup, voilà, donc mes coups de cœur de... Peut-être que si je les mettais pour que vous voyez vraiment les noms, ce serait mieux. Les mangas, ils sont pas dans le même sens, donc c'est pas toujours évident. Donc, mes 3 coups de cœur, romans et graphiques, oh là là, d'octobre. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. J'espère que le mois de novembre me fera découvrir autant de belles choses. Et puis voilà, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce en l'air. Comme ça, hop, cette petite chaîne, on va essayer de la faire bouger un peu. Allez, bye bye!